Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues, qui s'intéresse à la langue française et aux langues régionales. Cette semaine, je dis une chose toute simple, c'est que les langues régionales sont utiles notamment pour une chose, c'est pour comprendre la toponymie, les noms de lieux, les noms des villes, des villages, des montagnes, des fleuves, etc. Et pas simplement pour connaître le nom du lieu, mais à travers le nom du lieu, eh bien, c'est une trace indispensable pour les historiens pour remonter l'histoire d'un territoire, comprendre les langues qui ont été parlées, les peuplements qui se sont succédés, parce qu'évidemment, quand un peuple arrive quelque part, bien, il donne des noms aux lieux sur place pour se repérer, et ces noms sont restés. Et donc parfois, c'est un matériau indispensable pour comprendre l'histoire d'un site, et donc l'histoire de France, tout court, surtout quand ça nous permet de remonter au temps qui précède l'écriture. Je prends l'exemple, pas tout à fait au hasard, je l'admets, du Béarn cette semaine, à travers un livre qui s'appelle Dictionnaire typonymique des communes du Béarn, écrit par Michel Grosclaude, malheureusement décédé, mais sachant que ce que je vais dire sur le Béarn est valable pour tous les territoires de France. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est la démarche. Dans le cas du Béarn, par exemple, quelques faits, la ville de Pau, par exemple, la capitale du Béarn, eh bien Pau, c'est un nom qui est d'origine basque. Alors ça peut surprendre parce que le Pays basque, c'est à côté du Béarn, au sein des Pyrénées-Atlantiques, mais en fait, on sait grâce au nom de Pau, par exemple, il y en a beaucoup d'autres, que les Basques occupaient, avant l'arrivée des Romains, un territoire beaucoup plus vaste que le Pays basque actuel, en gros, pour simplifier, entre le triangle Aquitaine-Pyrénées-Garonne, ce triangle-là était occupé non pas par des Gaulois, mais par des Basques qui parlent, comme vous le savez, une langue pré-indo-européenne qui n'a rien à voir avec les Gaulois. Nos ancêtres, les Gaulois, en Béarn, ça ne marche pas, parce que c'était des Basques et non pas des Gaulois. On peut les appeler les Aquitains aussi à l'époque, et le nom de Pau, par exemple, permet de le comprendre. Il y en a beaucoup d'autres comme ça. Ce qui est très intéressant également en Béarn, c'est qu'il n'y a quasiment pas de traces de noms germaniques. Au nord de la Loire, les Francs sont arrivés, et ça donne par exemple Franconville, un exemple typique. Il n'y a aucune trace de nom germanique en Béarn, ça veut dire que les Francs étaient très présents au nord, mais au sud quasiment pas, leurs cousins les Visigoths guère plus, pas de traces. Dans la toponymie, de la même manière, il n'y a pas de traces vikings, malgré les invasions, il n'y a pas de nom d'origine arabe non plus, des peuples qui sont passés simplement de manière trop brève et avec peu d'effectifs et qui n'ont pas laissé de traces. Dans la toponymie, pas de traces non plus de nom de française, parce que le Béarn a été intégré de fait à la France uniquement en 1620, trop tard. La plupart des noms étaient déjà donnés, et donc du coup la toponymie béarnaise, bien, elle est pour partie basque et pour l'essentiel béarnaise. Le béarnais, on peut l'appeler le gascon ou l'occitan, selon les points de vue, c'est l'évolution du latin sur place, marquée par son passé basque, d'une part, et ça donne par exemple beaucoup de noms avec Castet, le château, Castétis, Castetbon, ça donne la Hontan en français, la Huntan en béarnais, la fontaine, ça vient du latin fontem, qui est devenu Huntan, Hunt en béarnais, etc., etc. Et donc, ça donne à ce territoire son caractère singulier, c'est-à-dire que les caractéristiques, l'absence de traces françaises, de traces vikings, de traces arabes, de traces germaniques, c'est très particulier, ça distingue même le Béarn des autres terres de langue d'oc, et ça, c'est la toponymie qui permet de comprendre le passage des peuples anciens, leur durée, leur profondeur. Voilà ce à quoi sert la toponymie et les langues régionales qui permettent de les comprendre dans ce territoire plurilingue qu'est la France, je le répète souvent. C'est très bien, c'est une diversité, c'est un matériau de premier choix. Bien malheureusement, souvent en France, il n'est pas vraiment respecté. On va respecter à juste titre les traces d'une villa romaine ou d'un sarcophage ancien, mais en revanche, il y a des massacres de noms de lieux, il y a des francisations, il y a des erreurs qui ont été faites et qui ne sont pas rectifiées. Et c'est dommage, évidemment, parce qu'on se prive d'un matériau de premier choix, comme je le disais, et ça montre finalement que l'altérité, si je puis dire, toponymique gêne en France, parce que ça rappelle que le pays qu'est la France n'a pas toujours parlé français partout, comme parfois certains le croient et le disent, y compris au plus haut niveau de l'État. Non, la France est un pays qui a un passé plurilingue, qui devrait être une richesse, c'est mon point de vue, je ne cesse de le répéter, et qui parfois n'est pas respecté et même un peu massacré. Voilà, plus de détails comme d'habitude dans la version écrite de ma lettre d'information. Si vous voulez la recevoir, c'est gratuit, vous allez sur internet, vous tapez sur le bout des langues, vous entrez votre adresse, vous la recevrez automatiquement. Si vous l'avez déjà, pardon pour la pub répétée, mais j'ai besoin de gagner des lecteurs, faites-la connaître autour de vous et encouragez les gens qu'elle est susceptible d'intéresser de s'inscrire encore une fois. C'est gratuit. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.